Salut à tous, on se retrouve pour la dernière émission du Flash Info, oui, parce que l'année est belle et bien finie. Donc je suis entouré de Samy, Sophie et Alan, et on commence tout de suite avec Sophie qui va nous parler du renoncement à la déchéance de nationalité. Exactement, donc ça a été annoncé le mercredi 30 mars par notre président François Hollande. Et donc après 4 mois de polémique aussi bien à droite qu'à gauche, François Hollande a voulu, selon ses mots, clore le débat constitutionnel en renonçant à la déchéance de nationalité. Donc c'est-à-dire c'était une mesure qui voulait supprimer la nationalité française pour les terroristes, à la fois nationaux et binationaux. Donc ça avait créé beaucoup de tensions aussi bien à droite qu'à gauche, y compris dans son propre camp, et des tensions surtout entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque pour que la loi soit définitivement adoptée, il fallait que le Sénat et l'Assemblée nationale votent la loi dans les mêmes termes, au mot près, ce qui n'a pas été le cas puisque le Sénat voulait la déchéance de nationalité seulement pour les binationaux, alors que l'Assemblée nationale était en faveur à la fois pour les nationaux et les binationaux, ce qui aurait créé bon nombre d'apatrides parmi les terroristes notamment. Et du coup, quelles sont les réactions sur la scène politique? Alors des réactions très partagées, et il n'y a pas réellement de clivage droite-gauche comme on aurait pu le penser, puisqu'aussi bien à droite qu'à gauche, il y a des gens qui étaient en faveur de cette mesure et des gens qui ont été contre. Donc les réactions, soit des réactions de joie au renoncement de cette mesure, que certaines jugeaient à la fois scandaleuses et anticonstitutionnelles de créer des apatrides, des réactions de mécontentement principalement à l'extrême droite, puisque ces gens-là étaient en faveur de cette mesure, et puis une réaction partagée par à peu près tout le monde, il faut bien le dire, de surprise, de mécontentement, que de voir que le président Hollande renonce encore une fois à une mesure, et sous les pressions, et ça a été le cas notamment pour les cas des portiques écotax, qui avaient créé, on s'en souvient, des centaines de milliers d'euros de déficit, puisqu'aucun sou n'était rentré dans les caisses de l'État français. Et selon toi, Sophie, quels vont être les incidents sur la popularité du président? Alors l'incidence à la fois énorme et très faible parce qu'il y a un moment où quand on n'arrête pas de baisser, On peut plus aller plus bas. voilà, il y a un moment où on ne peut plus vraiment remonter, exactement. Et énorme parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui ne va pas faire remonter sa popularité, qui est en chute libre depuis à peu près le début de son mandat, je suis désolée mais il faut bien le dire, qui avait remonté un petit peu avec Charlie Hebdo. Voilà, l'organisation de tout ce qui était les commémorations, tout ça, ça fait remonter sa popularité, le fameux effet Charlie Hebdo. Mais quelques semaines plus tard, quelques semaines après le 7 janvier, ça avait rebaissé fortement. Et ça n'avait plus jamais réellement remonté. Aujourd'hui, on est aux alentours de 19% d'opinion favorable à peu près. Donc on risque de passer aux alentours de 15-16% peut-être. Ouais, pas évident. Voilà, exactement. Merci Sophie. On va parler maintenant des élections présidentielles avec Samy. Et oui Rémi, petit tour d'horizon chez nos amis américains. Nous allons parler plus particulièrement des primaires démocrates, où Bernie Sanders, le sénateur américain, a remporté 3 élections dans 3 États américains, l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis, dans l'Alaska et dans l'archipel d'Hawaï, où il a remporté les 3 caucus avec plus de 70% des votes. Donc l'État de Washington, où 101 délégués étaient à départager, le candidat a remporté 73% des votes, contre 27% pour sa concurrente, Hillary Clinton. En Alaska, il fait un carton à 82% des votes, où 16 délégués étaient à départager. Et enfin, dans l'archipel d'Hawaï, le candidat sénateur a remporté 70% des voix et sur 25 délégués à répartir. Donc ce sont des résultats impressionnants qui redonnent un véritable souffle à la campagne du sénateur démocrate. Ça le met sur des bonnes rails. Cependant, ça ne lui permet pas de combler son retard sur l'ancienne première dame des États-Unis, qui culmine aujourd'hui avec 1250 délégués, contre seulement 975 pour Bernie Sanders. Donc cet écart de 300 délégués, il reste stable depuis de nombreuses élections. Donc en réponse à cela, le candidat a déclaré « Nous diminuons clairement l'avance de la secrétaire d'État Clinton et avec beaucoup de votes à venir ici dans le Wisconsin, nous avons une voie claire vers la victoire. » Donc il a annoncé ça à Madison dans le Wisconsin, où aura lieu le prochain rendez-vous démocrate dans ces primaires. Donc à ce jour, c'est 57% des délégués qui ont été désignés au terme de ces primaires démocrates. Et la candidate Hillary Clinton détient 57% des délégués. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça va être encore jouable pour Bernie Sanders? Alors pour rattraper son retard, Bernie Sanders va devoir faire de très gros scores
pas seulement dans des petits États, mais dans de gros États, avec grand nombre de délégués comme l'État de New York, le Maryland ou encore la Pennsylvanie. Donc c'est jouable, mais bon, ça s'annonce compliqué dans ces États qui votent majoritairement pour Hillary Clinton. D'accord. Voilà. Merci Samy. On va maintenant passer à Alan sur le sujet houleux de la loi du travail et aussi sur ce qui s'est passé ici à Rennes avec les manifestations. Ces manifestations qui ont eu lieu à Rennes n'ont pas eu lieu que à Rennes, elles ont aussi eu lieu à Paris, Marseille, Lyon et Nantes, donc on voit qu'il y a un certain soulèvement national vis-à-vis de cette loi, la loi El Khomri qui prévoit justement de réformer le travail. Elle s'articule autour de trois axes. Le premier, c'est la baisse des coûts, notamment salariaux pour les entreprises. Le deuxième, la baisse des pouvoirs de négociation des syndicats et des travailleurs. Et enfin, le troisième, c'est une augmentation de la souplesse, donc une augmentation de la précarité de l'emploi. Concernant le premier pilier, il y a notamment une baisse des salaires ainsi qu'une hausse du temps du travail et des heures supplémentaires qui peuvent être légalement impayées. Donc concernant le temps de travail, on était à 10 heures par jour jusqu'à aujourd'hui et on pourrait passer avec cette loi à 12 heures par jour, donc un temps du travail qui augmente. Concernant le pouvoir des syndicats, les accords entre entreprises ont un pouvoir de négociation, en tout cas ont plus de force que les contrats de travail. C'est-à-dire qu'un salarié peut avoir des avantages marqués sur son contrat, mais si les accords d'entreprise ne l'autorisent pas, son contrat n'aura aucun pouvoir face aux accords d'entreprise. Et enfin, concernant la souplesse, il sera encore plus facile de licencier les employés, et d'autant plus que les indemnités de licenciement seront plafonnées. Donc tout ça suggère un peu une hausse de la précarité, et c'est pour ça qu'on voit ces manifestations émerger un peu partout en France en ce moment. Et tu penses pas que cette politique, disons, un peu plus libérale, ne correspond pas vraiment à l'image d'un gouvernement de gauche? C'est vrai que concernant les engagements de François Hollande en début de son mandat, qui voulait surtout protéger les salariés, c'est vrai qu'on le remarque pas beaucoup ici. On voit plutôt ici une empreinte de la compétitivité emploi que Nicolas Sarkozy voulait mettre en place lors de son mandat. C'est très facilement explicable, je pense que c'est parce que le Sénat est tout simplement à dominante libérale. Et donc si on veut faire avancer notre pays en termes politiques, il faut bien sûr concilier le gouvernement qui est de gauche et le Sénat qui est plus de droite. Et je terminerai donc sur cette phrase de notre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui dit qu'on ne réforme pas bien un pays avec des tensions. Donc à vous de réfléchir si vous y croyez ou pas à cette phrase. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Rémi qui va nous parler d'un petit phénomène politique avec monsieur Xavier Bertrand. Exact, un peu le coup de gueule du jour. Donc, ayant abandonné son mandat de député-maire pour respecter son principe de non-cumul des mandats, le nouveau président de la région Hauts-de-France avait perdu une partie de ses indemnités. Opposé au cumul des mandats, le nouveau président de la région Hauts-de-France, élu en décembre, a démissionné dans la foulée de ses postes de député et de maire de la ville de Saint-Quentin, tout en y gardant un poste de conseiller municipal qui cumule avec la présidence de l'agglo de Saint-Quentin. Une façon pour lui de se consacrer davantage à sa belle région et surtout de respecter ses promesses de campagne. Sauf que voilà, en perdant 2 boulots, Xavier Bertrand a aussi perdu un peu d'argent, puisque en tant que député-maire, il gagnait à la louche dans les 8 300 € bruts par mois, plus l'indemnité représentative des frais de mandat, la fameuse IRFM, 5 770 € bruts mensuels, sans oublier la gratuité de ses déplacements en train sur le réseau SNCF, 12 vols en France par an, entre autres. Tout cela lui permettant de travailler avec bien plus que le petit pécule qu'il perçoit maintenant comme président de région, à peine 5 236 €, un montant estimé trop bas pour lui. Comme il ne pouvait pas rester plus longtemps dans cette situation, l'élu républicain a eu une bonne idée, aligner un peu ses nouveaux revenus avec ce qu'il touchait avant en augmentant ses indemnités mensuelles de 4 000 € bruts, soit 3 600 €. De l'argent pas volé aux contribuables, dit-il, puisqu'il était jusque-là partagé entre les 14 vice-présidents de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, lesquels ont vu leur indemnité respective baisser d'un peu moins de 200 €. Notons également que les vice-présidents étaient consentants puisque ce sont eux-mêmes qui ont voté le texte, officialisant cette situation le 26 janvier dernier. Rien d'anormal à tout cela, donc en tout cas rien d'illégal. Vivement 2017, que le non-cumul des mandats s'applique, enfin partout, et avec lui, ces nouvelles pratiques. Merci à tous, voilà, c'était le dernier Flash Info, et on se retrouve du coup en septembre. Voilà. Et bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Bonne chance Et pour les partiels. bonne révision. Et essayez d'assurer, faites pas comme moi. À plus.